Aujourd'hui pour le Sénégal. Ça le fait, mais je m'attendais à un autre éléphanto encore. Ça, c'est lundi. À lundi, vous me promettez? Je promets. Allez, à votre gauche, on a Son-Séverin. Bonsoir, Son-Séverin. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, super bien. Surtout avec ce que le Maroc et les autres pays africains sont en train de faire. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Monsieur Brou Parfait, ex-arbitre fédéral, est de la partie. Bonsoir, Monsieur Brou. Utilisez votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Allez, on est avec vous. On est tenté de se lancer sur des analyses concernant des décisions arbitrales. Il n'y a pas de souci. Ça peut le faire? Ah. Allez, allez, Qatar 2022 au quotidien, sans plus tarder, on est parti tout simplement. Première halte de Qatar 2022 au quotidien, c'est coulisses du Qatar. Dans cette rubrique, c'est quelques informations et sans plus tarder, Dakar en liesse. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre et premier pays africain à composter son ticket pour les huitièmes de finale, n'a pas laissé insensible ses supporters qui ont laissé éclater leur joie après la victoire sur le Qatar 2-1. On va suivre ensemble la liesse à Dakar, image prise sur BFM TV. Et voilà, en tout cas, je pense que partout en Afrique, on a jubilé, n'est-ce pas Jean-Philippe? Bon, je dirais oui. Parce que bon, moi j'ai hésité un peu, c'est vrai. Le Sénégal sont les champions d'Afrique, ils sont énormément soutenus. Il y a eu beaucoup de peur dans cette rencontre, surtout à l'égalisation de l'adversaire, mais il a fallu Kalidou qui est sorti en héros pour pouvoir inscrire ce second but, qualifier les Sénégalais. C'était plus un ouf de soulagement, à mon sens, même que la grande fête qui était attendue. Ouais. Allez, petite précision, Équateur 1, Sénégal 2. Oui, pour le dernier match du Sénégal, sans ces Jean-Baptiste, je voulais dire que pour ce match-là, j'ai vu un Sénégal libéré. Et j'ai l'impression que depuis que Sadio Mané n'est pas là, la ligne offensive est libérée. Et ça me plaît beaucoup. Et ça vous plaît beaucoup? Ça me plaît beaucoup. Quand il sera là, ce sera un plus pour l'équipe. Mais c'est déjà bien que les éléments qui sont supposés être des remplaçants de la star soient au top niveau. Ça fait gagner des compétitions. C'est clair, en tout cas. On va continuer avec Agüero qui séjourne au Qatar et Agüero qui se laisse emporter par la danse. Il s'est fait happer par un groupe de jeunes danseurs, lesquels l'ont motivé à exécuter des pas de danse dont lui seul aussi a le secret. Voici l'élément. Allez, en tout cas, pour celles et ceux qui n'ont pas l'information, il s'agissait du groupe Les Ghetto Kids, célèbre groupe de danse africain. On va poursuivre avec Weah qui félicite Weah. Le président du Libéria, George Weah, ne manque pas une seule occasion de suivre son fils à ce mondial. Le père qu'il est allé féliciter son enfant après la qualification des États-Unis pour les huitièmes de finale. Dans la foulée, Timothy Weah a exprimé son émotion dans cette brève interview accordée à beIN Sport France. Oui, c'est quelque chose de mes rêves, de jouer dans une Coupe du Monde qualifiée et faire ça devant mes parents. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde rêve de faire et c'est une immense fierté. Franchement, j'ai pas les mots. Franchement, c'est quelque chose de grand et je pense que le futur, on a quelque chose à montrer. Voilà. On voulait faire tout pour marquer le deuxième but. Malgré tout, mon but c'était au jour
Et voilà, on voulait juste finir le match en tant que gagnant. Et je pense que toute l'équipe a fait le travail. Et voilà, ça montre que c'est une famille et on est tous ensemble. C'est les rêves de tout le monde. Et je pense que voilà, c'est grâce à Dieu on est ici. C'est grâce à Dieu on a fait ça devant tout le monde, tout États-Unis. Et franchement, c'est une bonne équipe. Mais voilà, on doit tout faire pour gagner ces matchs. Et on va tout faire. Et voilà. Allez, Timothy Weah qui évolue avec les États-Unis. Yao Héraclide, c'est important. Joël, pardon, Héraclide, c'est important de finir un match et de retrouver de la famille, son père surtout, qui soutient tout simplement son fils. C'est très important pour la motivation. On sait que les familles arrivent bien souvent assez tard normalement dans les compétitions, sauf cette année où beaucoup de femmes, d'enfants sont arrivés assez tôt. L'importance du soutien familial, même lorsque les joueurs sont au vert, c'est une des choses primordiales. C'est le soutien qu'ils ont besoin pour essayer de gérer cette pression et cette peur même de la compétition. On espère que ces coulisses vous ont fait un tout petit peu vibrer. Oui, Agüero qui danse sans Séverin, on ne voit pas ça toujours. On a pu le voir dans l'avion avec les supporters brésiliens. Et là, il se met à la danse. Exactement. C'est une façon aussi de dire qu'il a confiance en son équipe de l'Argentine. Concernant Timothy, je pense qu'il y a un peu de pression quand même quand les parents sont là. Même bon, un footballeur, une fois qu'il est sur le terrain, la pression est évacuée. Et surtout que son père était un grand footballeur. Être fils d'eux aujourd'hui, en termes de footballeur, ce n'est pas facile. Lui, il réussit bien parmi tant d'autres. Je ne dirai pas le nom de certaines personnes, mais pour Timothy Weah, c'est quand même un exploit qu'il réalise d'être à ceci haut niveau. Et je rappelle que l'Arabie Saoudite vient d'inscrire un but, donc on a Mexique 2, Arabie Saoudite 1. Jean-Philippe. Incidence donc Pologne et l'Argentine risquent de se qualifier. Surtout au niveau du goal à virage et puis aussi des cartons. Voilà, parce que là... le goal à virage étant primordial pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant, Argentine et Pologne sont qualifiés. Et on sent l'air un Pologne-France. Ballot? Mais ça sera une bonne nouvelle pour les Français. En tout cas, pour ce que j'ai pu voir du premier tour et pour ce que j'ai pu voir du match face à l'Argentine. On a une équipe polonaise qui a été peu entreprenante offensivement, qui a beaucoup défendu face à l'Albi Céleste. Donc, lorsque je vois l'armada offensif des Français avec un Ousmane Dembélé qui fait un très bon tournoi. Aujourd'hui encore, il était étincelant en 1 contre 1. Il n'hésite pas à les provoquer. Kylian Mbappé également au rendez-vous. Donc je pense que si il y a un France-Pologne, sauf changement de cap pour les Polonais, je pense que les Français partent favoris. Allez, Monsieur Brou, on ne vous a pas encore entendu derrière sur l'arbitrage de façon globale, avec le temps additionnel qui est rajouté. On a pu présenter à nos téléspectateurs un tout petit peu les raisons qui poussent tout cela, mais de façon, je ne sais pas si je peux le dire, de façon pratique, comment vous trouvez l'arbitrage? Je dirais que l'arbitrage dans cette Coupe du Monde, pour l'instant, se passe globalement bien. Vous savez, en matière d'arbitrage, c'est comme dans la vie publique de façon générale. On est plus impressionné par le seul train qui arrive en retard que par tous les autres trains qui sont à l'heure. Voilà. Quelques incidents, ça fait beaucoup de bruit, mais globalement, ça se passe assez bien. D'accord. Allez, on va retrouver à présent notre séquence Facebook au Qatar qui s'intéresse à tout ce qui se dit ou se raconte sur les stars de ce mondial avec un brin d'humour. C'est parti, tout simplement. Facebook au Qatar. Je suis de retour avec les vrais commentaires croustillants comme gratter le chef sénégalais. L'Argentine et le Portugal ont tous deux gagné leur deuxième match de poule. Messi inscrit un joli but et donc a reçu des félicitations de partout. Erland dit ceci: Léon Messi, c'est le roi du foot. Parole parlée continue en disant: le génie incontestable du football. Pat Lagrasse, quant à lui, dit: le plus grand de tous. Ah, quel joueur! Par contre, le but de CR7 qui a été célébré comme une obtention de bac a eu beaucoup de bruit autour comme ça. Et
D'après eux, c'est plutôt le but de Bruno Fernandes. Jesus is Lord! Bon, lisons ensemble les commentaires. On ne pleure pas! On ne pleure pas! Incroyable! Quelle sauce spectaculaire de Penaldo pour célébrer le but de Fernandes. Eh, Madou Negue, même vent de but, il dit c'est pour lui. Kongwa Bile, descends, on sait tous que ce n'est pas pour toi. Record, Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l'histoire à célébrer un but d'autrui comme si c'était le sien. Chai! C'est interdit de pleurer. Aïe! Mais pourquoi notre général est couché comme ça? Pourtant le Cameroun a bien joué. C'est à cause du commentaire de Abdel Panda qui dit « Les matchs du Cameroun peuvent donner palpitation. » Mais il reste le Brésil seulement à gagner et le tour est joué. Are you normal? Are you normal? Félicitations Vincent Aboubakar. Quand Vincent Aboubakar disait qu'il était au même niveau que Salah, il était juste humble. Sinon Salah même connaît son niveau. Finalement, les Lions de la Teranga mettent tout le monde d'accord. Quand je vous disais que les marabouts du Sénégal sont bons que ceux du Bénin là, voilà ça. Oh, hey. Marabout même a pris balle. 37 397 070 francs. Hey. Normalement là, c'est le pari qui a été validé de notre ami Franck-Olivier Sakoué. Jésus! On ne pleure pas! Les gars des paris sportifs là, sciencés. Il dit « Eh Allah, c'est pour envoyer ma maman à la Mecque. » S'il te plaît, regarde mes intentions et non mes actes. En tout cas, bravo à tous, c'est l'Afrique qui gagne, comme disait Jonathan Morrison. Je reviendrai si vous écrivez encore, hein. On se tient. Allez, Jojo et Moussa Konaté étaient à la baguette pour ce Facebook au Qatar. On espère que vous avez pris tout simplement beaucoup de plaisir à suivre ce Facebook au Qatar. Et j'en connais beaucoup qui ne seront pas forcément contents. Le général Camille Makosso a pris mal. Comme on lui dit, Héraclide, sur l'histoire du Cameroun, il ne manque que le Cameroun à battre et c'est fait. Enfin, le Brésil, mais le Brésil, c'est un niveau déçu. Là, ça va être compliqué. Sans Séverin? Ça va être compliqué, mais les Lions se disent indomptables, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce qu'ils seront domptés ou pas? Ça reste à savoir. Ça reste à savoir. Allez, sinon, pour quelques résultats, l'Australie a battu le Danemark et puis la Tunisie est venue à bout de la France à 1-0. Et puis, le Mexique a battu l'Arabie Saoudite sur le score de 2-1. L'Argentine réussit à se qualifier en battant la Pologne 2-1. Ballot, est-ce que derrière, vous y croyez, vous, à cette qualification de l'Argentine? Avant le coup d'envoi, bien sûr. Oui, surtout qu'il surfait sur une bonne dynamique, c'est-à-dire la victoire face au Mexique. C'est vrai que dans les premières minutes, il y a eu un bon bloc mexicain qui a bien bloqué, je pense, les offensifs à Argentine. Et il a fallu que l'Argentine s'en remette à un exploit individuel de Léo Messi. Mais après cela, je pense que c'est une équipe argentine qui est montée d'un cran grâce au but de Léo Messi. Il y a un coaching gagnant de Scaloni avec l'entrée de Enzo Rodriguez qui fait toute la différence. Donc je pense que oui, je m'y attendais parce que toute l'Argentine était galvanisée lorsque les joueurs ont vu les scènes de liesse à Buenos Aires, c'était exceptionnel. Il y a eu la déclaration d'Emiliano Martinez qui disait à quel point les Argentins étaient investis d'une mission. Il disait qu'il avait l'impression d'avoir des millions d'Argentins dans sa tête lorsqu'il est dans les buts. Donc je pense que je m'y attendais un tout petit peu à cette qualification-là parce qu'ils étaient en confiance grâce à leur victoire face au Mexique. Mais j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée. On espère voir Paulo Dybala dans l'effectif à un moment donné. Jean-Philippe, quel mot avez-vous pour Léo Messi et l'Argentine? Léo Messi, on le rappelle, qui a manqué un penalty dans ce match. Parce que je voulais rectifier, Ballon a un but de Lionel Messi, c'est McAllister. Non, je parle du match précédent, pas du Mexique. Désolé, parce que là, on regarde aussi les statistiques. Oui, je parle du Mexique. Au Mexique, un but, une passe décisive. Cristiano et lui sont en train de se battre dans un combat qui n'a rien à voir avec la compétition. Non, mais je dirais simplement que le champion d'Amérique du Sud comme le champion d'Afrique, avec l'absence du champion d'Europe, ne pouvait pas sortir au premier tour. Les Argentins se savaient scruter. C'est le dernier mondial de Lionel Messi. Est-ce que cela devait s'arrêter aux portes des huitièmes de finale? Non. L'Argentine réalise le coup parfait. Est-ce que ça devait s'arrêter aux portes de la phase de groupe? Merci, phase de groupe. Et ils ont fait tout simplement, je dirais tout simplement, ils ont fait d'une pierre deux coups. Parce que devant, ils risquaient de croiser quand même la France.
Et avec cette victoire, ils arrivent à éviter les Bleus. Et ils vont se donner une chance d'aller peut-être jusqu'au quart de finale. Parce que dans la poule de la France, la nation qui a terminé deuxième, c'est l'Australie. Donc l'Australie va affronter l'Argentine. L'Argentine part avec les faveurs des pronostics. Donc ils pourraient avoir un chemin, je ne vais pas dire très facile, mais déjà on pourrait mettre une pièce sûre pour les quarts de finale. Ouais. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, bon, est-ce qu'on est convaincu par le jeu produit par les Argentins dans cette phase de poule? Je dirais clairement non. Ils ont joué avec plus de cœur, plus d'abnégation que de talent. Mais on sait que souvent pour gagner une compétition, ça compte. Mais devant face au Cador, est-ce que ce sera suffisant? On ne sait pas. Alors, comment analysez-vous la performance de l'Albi Céleste face à la Pologne? Sans Séverin, vous avez eu beaucoup plus de temps pour suivre cette rencontre. Je vois une Argentine en confiance. Exceptionnellement en confiance. Comme Auria vient de le dire, l'équipe ne joue pas forcément sur ses qualités techniques, mais elle met en place un jeu qu'elle a utilisé pour gagner la Copa América. Le jeu à la sud-américaine. Rugueux, on s'appuie sur un ou deux éléments, comme Léo Messi devant. Et donc, je pense que cette équipe est revancharde. Elle a été libérée en gagnant la Copa América. Et là, elle est en train de jouer véritablement pour Lionel Messi, pour qu'il sorte la tête grande de l'équipe nationale. Alors, derrière, Héraclide, comment voyez-vous la suite de cette compétition pour l'Albi Céleste? Écoutez, il a une bonne organisation et une très bonne gestion de match. Je pense qu'ils seront sûrement un petit peu chatouillés en huitième, mais ils ont des fortes possibilités de passer les huitièmes tranquillement. Monsieur Brou? Je dirais que je reste attentiste. Et sceptique? Non, pas sceptique. Attentiste simplement parce que l'histoire nous a déjà montré que lors des phases de poule, certaines nations d'un certain calibre sortent des poules avec difficulté, mais après, lorsqu'on arrive à la phase d'élimination directe, ça devient... ils deviennent de vraies bêtes de compétition. Du coup, c'est une autre réalité. C'est une réalité. Donc, ne nous fions pas forcément à ce que nous voyons maintenant. Voilà. On verra bien lors des huitièmes de finale et après. Robert Lewandowski et la Pologne sans Séverin. Jean-Baptiste, je vais dire aujourd'hui qu'il y a un débat qui va prendre fin parce que beaucoup de personnes disaient que le ballon d'or, rappelez-vous, en griffe Covidé, avait été volé à Lewandowski pour être donné à Messi, celui de 2021. Aujourd'hui, cette rencontre-là était là pour les départager. C'est vrai que les deux n'ont pas scoré, mais l'Argentine de Messi passe. Messi reste plus grand. Pour vous, ça suffit? Suffit, c'est suffisant. Et ça va mettre fin à certains débats. Si la Pologne avait battu l'Argentine et que l'Argentine sortait, vous aurez vu certaines choses revenir sur le méta. Mais là, je pense que c'est bon. Mais c'est vrai que la Pologne passe, hein? Oui, la Pologne passe aussi. Mais aujourd'hui, l'Argentine a battu la Pologne. Messi a gagné Lewandowski. Il lui a pris le ballon d'or en griffe. Oula, mais après, ça sera certainement un autre débat. Mais est-ce qu'on a les mêmes hommes autour de Messi que les mêmes hommes autour de Lewandowski? Un grand joueur est fait pour tirer son équipe vers le haut. Oui. Quels que soient ceux qui l'entourent. Quels que soient ceux qui l'entourent. Jean-Philippe, j'ai envie de vous entendre sur ça. Il a beaucoup de ballons d'or à redonner. Alors, quel sentiment vous éprouvez ce soir après la prestation de l'Arabie Saoudite de Mister Chemise Blanche, Hervé Renard Ballot? Oui, je pense que l'avenir s'annonce, je pense, d'un œil positif pour cette équipe de l'Arabie Saoudite. En tout cas, pour ce qu'on a vu, je pense qu'Hervé Renard vient s'inscrire dans un projet à long terme. En tout cas, j'espère que c'est la vision du président de la fédération saoudienne. L'Arabie Saoudite, depuis 2002, n'est pas un foudre de guerre. C'est une équipe qui encaissait des scores larges face à l'Allemagne de Miroslav Klose. Et cette année, on a une équipe qui a pu battre l'Argentine, qui a presque fait jeu égal avec la Pologne, parce que la Pologne s'est imposée grâce à son efficacité, 2 tirs cadrés, 2 buts. Derrière, c'est vrai qu'elle perd face au Mexique, mais
lorsqu'on voit le chemin parcouru de 2002 à 2022, c'est clair qu'il y a un gros travail qui a été abattu. Et si on laisse le temps à Hervé Renard d'encore travailler, de poser les jalons d'un succès futur, je pense que c'est une équipe dans 10-15 ans qui peut prétendre, pourquoi pas, à atteindre un certain niveau. Je rappelle que le score entre l'Arabie Saoudite et le Mexique, c'est 2-1 en faveur du Mexique. Oui. Et moi, je veux dire simplement que c'est une grosse déception. Ça, il faut le dire clairement, parce que d'entrée de jeu, on ne peut pas aller battre l'Argentine et puis s'incliner face au Mexique et la Pologne. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ça, il faut le dire clairement, parce que au-delà même du jeu pratiqué par les Saoudiens, on serait amené à penser que ce qui s'est passé face à l'Argentine était un coup de chance. Alors que c'était une victoire quand même qui avait été structurée. Ils avaient été menés. Et dans le jeu, ce n'est pas une équipe qui a eu des contre-attaques pour aller marquer. Elle a même fait jeu égal, souvent dominer cette équipe de l'Argentine. Donc comment se fait-il que face à la Pologne, cette équipe puisse faire preuve d'une aussi grande maladresse pour se faire contrer ainsi et puis perdre le match. Et puis bon, dans ce match couperé face au Mexique, qui à mon sens n'était vraiment pas un foudre de guerre, cette équipe-là soit délitée. Moi, j'ai du mal à me l'expliquer. Bon, beaucoup de personnes ont dit que concernant Hervé Renard, c'est un homme qui ne lâchait rien. Bon, à chaque fois qu'il a dit never give up, ces équipes ont lâché prise. On se rappelle avec Sochaux et autres. Même si je l'aime énormément, je trouve que c'est un bilan qui est négatif. Peut-être aussi que le fait que le roi ait donné un jour férié, ils auraient aimé aller fêter à Riyad avec les voitures, mais ils ne sont pas concentrés sur le reste de la compétition. Ils vont rentrer à la maison. Le parcours de l'Arabie Saoudite dans cette phase de poule nous donne ce que c'est que le football. Chaque match a sa réalité. Et là, je vais tirer le chapeau à l'Arabie Saoudite pour avoir choisi quelle équipe battre dans ce mondial. C'est tout. Ils auraient peut-être battu le Qatar ou, j'ai dit, une autre nation, que ça n'aurait pas eu un tel écho. Hervé Renard a eu une cote plus grande en battant l'Argentine d'entrée. Mais là, on est revenu au niveau de l'Arabie Saoudite sur les deux autres matchs, simplement. Assez rapidement, le Mexique, de choix, Ballot. Quelle impression cette formation vous laisse? Une impression d'une équipe solide, en tout cas, avec un bon gardien, mais qui peut mieux faire. Je pense que le Mexique de Rafael Marquez, à mon avis, faisait un peu plus rêver dans le jeu, même s'il y a encore de bons joueurs, avec des joueurs comme Vega, qui peuvent encore prétendre apporter quelque chose offensivement, mais c'est une équipe, je pense, qui peut mieux faire. Lorsqu'on observe le match face à l'Argentine, ils ont su tenir la dragée haute jusqu'à un certain niveau, mais après le but de Messi, ils se sont complètement écroulés. Donc je pense que c'est quelque chose à revoir, surtout psychologiquement, apprendre à encaisser le coup. Ils arrivent à bien défendre avec un bon gardien, mais il faut quelque chose, il faut de l'étincelle offensivement pour permettre à cette équipe du Mexique-là d'évoluer. Allez, la perf du jour, c'est la rubrique suivante. Allez, aujourd'hui, la Tunisie était face à la France de Didier Deschamps, à la France de Kylian Mbappé, à la France d'Antoine Griezmann. Héraclide, alors comment appréciez-vous l'option de Didier Deschamps d'aligner quasiment tous les remplaçants? Il était évident qu'il allait placer tous les coiffeurs, comme on dit dans le football, pour un petit peu préserver tous ceux qui vont jouer pour les huitièmes. Après, est-ce que les coiffeurs, ils ont fait du bon boulot? Pas du tout. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à gérer ce que les cadors arrivent à gérer, la pression. On a vu un Verretou presque absent, qui était là, qui n'était pas là. Guendouzi, c'était pareil. Les choix aussi qu'il a fait avec Kamavinga, Esquisse à gauche, c'était pas... Finalement, ça n'a pas trop bien marché. Mais je pense que aussi, on a pu voir sur le terrain des jeunes qui étaient très stressés, ça parlait fort, ça s'énervait, très vite agacés par certaines actions. Là, il a clairement manqué, on a bien vu que des fois, il faut laisser les cadors là où ils sont. Allez, hormis tout ça, tout ce que vous soulignez, Héraclide, derrière, quels sont les motifs de satisfaction sensiblement que peuvent tirer les Français de ce match? La France a un groupe homogène. C'est vrai qu'il n'y avait pas les habituels titulaires, mais aujourd'hui, dans chacune de ces lignes, la France a un patron. Et ça, c'est déjà bon, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Didier Deschamps sait qu'il peut compter sur l'ensemble de son groupe. Et pour gagner un mondial, il faut ça. Et il a signifié, d'ailleurs, en conférence de presse d'avant-match,
précisément Tunisie-France derrière. Les cadres en attaque comme Mbappé, Giroud et Griezmann, pour vous, Monsieur Brou, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont indispensables véritablement? Évidemment, lorsque vous ambitionnez de renouveler l'exploit de gagner la Coupe du Monde une deuxième fois consécutivement, comme l'a réalisé le Brésil, la seule fois d'ailleurs dans l'histoire de la Coupe du Monde, évidemment, vous devez vous appuyer sur des certitudes. Voilà. Et aujourd'hui, Mbappé, Giroud, Griezmann, ce sont des certitudes pour Didier Deschamps. Donc ne lui demandez pas de s'en priver. Après, en cas de besoin, il sait qu'il a des doublures de qualité également, mais il va toujours partir sur ses certitudes. Allez, nous allons vous proposer quelques réactions. Juste après la victoire de la Tunisie sur la France, Wabi Kazri, d'ailleurs buteur dans ce match pour la Tunisie, et derrière Konaté Ibrahima de la France se sont prononcés. Des réactions de Bein Sport France qu'on vous propose maintenant. En tant que compétiteur, on aurait aimé se qualifier. Cette victoire a fait du bien parce qu'on a montré un beau visage, on a montré qu'on avait du caractère. On a montré qu'on était capable de faire de belles choses. Maintenant, on a des regrets sur les 2 premiers matchs personnellement parce que je pense qu'on était capable de beaucoup mieux, notamment offensivement. Mais je vais quand même souligner l'état d'esprit du groupe. On a un groupe solidaire, soudé. Et maintenant, voilà, on est déçus parce qu'on aurait aimé avoir un résultat favorable du côté du Danemark. Surtout que nous, on a fait le nécessaire. Ce soir, je suis récompensé parce que voilà, je me donne à fond à chaque fois. Alors, je ne fais pas tout bien. Mais personnellement, je suis vraiment content de ce que je peux faire. Et maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on a essayé de rendre fier le peuple tunisien ce soir. On l'a fait d'une belle manière. On a battu une très belle équipe. Maintenant, je leur souhaite le meilleur. J'espère qu'ils vont aller au bout. Non, c'est sûr que c'est une défaite qui nous frustre, bien évidemment. Après, la Tunisie a fait un très bon match et je pense également qu'il mérite aussi d'une part cette victoire. Je pense qu'on a tous des qualités. Et si on est là aujourd'hui, on ne peut pas jouer sur cette excuse-là. Pas du tout. On a tous la qualité. Aujourd'hui, on n'était pas au niveau, plutôt au niveau de l'équipe de France. Je pense qu'il y avait beaucoup de déchets techniques. Et on doit faire beaucoup mieux. On doit faire beaucoup mieux maintenant. Heureusement, c'était qu'un match qui n'avait pas forcément d'enjeu. Mais malgré ça, on doit être concentré sur ce genre de match. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, il faut qu'on se concentre sur le prochain match. C'est ça le plus important. Et être soudé et oublier cette petite erreur. Pas du tout. Je ne suis pas là à me dire je veux un adversaire en particulier. Ça reste la Coupe du Monde. Donc, que ce soit l'Argentine, le Mexique ou qui que ce soit, ça va être un match très très difficile. Et il va falloir être prêt pour ce match. Allez, Wabi Kazri et Konaté Ibrahima au micro de Bein Sport. Allez, je vous emmène maintenant, mesdames, messieurs, sur notre question LGT. Alors, Mondial 2022, vu son départ réussi, l'équipe de France a-t-elle les moyens de conserver son titre comme le Brésil en 1962? Oui ou non sur les ardoises? Ensuite, argument, tout simplement. Sans Séverin, Héraclide, M. Brou, Ballot, Jean-Philippe. Même exercice pour tout le monde. Derrière, on va se prononcer un tout petit peu sur, encore une fois, la Tunisie avant d'attaquer notre fait du jour. Oui, du côté droit. Et oui, non, mais pour Ballot. Et un gros oui pour Jean-Philippe Pouria. Allez, Ballot. Non, mais je commence par vous. Oui, non, déjà par rapport au niveau du football actuel qui, on va le dire, enregistre un resserrement du niveau des équipes. Aujourd'hui, nul ne peut présager de la suite de la compétition compte tenu du fait qu'on peut avoir à tout moment un bouleversement de la hiérarchie. On a eu dans ces matchs de poule-là de très grosses surprises. On a eu l'Arabie Saoudite qui a renversé l'Argentine. On a eu le Japon qui a battu l'Allemagne. Donc, compte tenu de ce contexte où on peut dire que n'importe quelle équipe peut tenir la dragée haute à une équipe favorite, je pense que ça a l'air un peu serré pour les Français. Et il faut ajouter à cela qu'il y a encore une équipe comme le Brésil qui a un effectif, je pense, exceptionnel, la même profondeur de banc que la France. Donc, je pense que ça sera très, très difficile, mais c'est une équipe qui a le potentiel, qui peut prétendre à une demi-finale, voire une finale, de par, je pense, ses individualités et, je pense, son bon collectif. Allez, je pense qu'on peut ouvrir le téléphone. Vous pouvez nous appeler pour réagir sur notre question LGT, plus 225 27 21 59 93 99. Jean-Philippe, à notre question, vous avez répondu oui. Oui. Je réponds oui parce que vous savez, dans ce genre de compétition, ce n'est pas un championnat, c'est une coupe et c'est le parcours qui vous permet
de pouvoir souvent éviter certains adversaires qui auraient pu vous faire du mal et puis aller remporter le trophée. Donc, tant que la France n'aura pas affronté tous les adversaires, on ne sait même pas si demain on croiser le Brésil ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel adversaire de la France va rentrer sur le terrain avec la peur au ventre. Parce que dès l'entame de la compétition, quand on a vu la puissance de leurs ailiers, je ne vois pratiquement pas une nation qui a des ailiers aussi forts. Vous avez Dembélé, vous avez de notre côté Kylian Mbappé. Ce sont des armes incroyables. Et dans le football moderne aujourd'hui, si vous n'avez pas ce genre d'éléments qui peuvent vous apporter des solutions sur les côtés, déjà que l'axe est suffisamment bétonné avec le duo Rabiot, Tchouaméni, devant encore Griezmann, et puis en pointe, un Renard de face Giroud. Je pense que toute la division offensive française fait peur. Moi, on avait parlé de l'Espagne à l'issue de son premier match face au Costa Rica. On trouvait les Espagnols déjà tout beaux. Mais face à l'Allemagne, on a vu que face à un autre style de jeu, ce n'était pas évident. Ils ont certes dominé, mais il y a eu quand même les limites du choix de l'entraîneur de ne pas forcément évoluer avec un véritable neuf. Et donc, quand on regarde ces différentes nations, soit elles ne sont pas, à mon sens, suffisamment arrivées à maturité, soit elles sont suffisamment vieillissantes. Et la France fait partie de ces sélections-là qui ont quand même un équilibre d'âge qui peut leur permettre d'arriver le plus loin possible. D'aller au bout de cette, compétition. Allez, sur la page Facebook de la 3, Charom écrit ceci. Il est très sceptique, hein, lui, pour moi. L'équipe de France est déjà éliminée de cette compétition. Aucune non. L'équipe de France est en 8e de finale, mon cher Charom. On attend de voir à la suite. Allez, Monsieur Brou, sur notre question LGT, laissez-moi juste le temps de rappeler que vous pouvez nous appeler plus de 125 27 21 59 93 99. Vu son départ réussi, l'équipe de France a-t-elle les moyens de conserver son titre comme le Brésil en 1962? Eh bien, c'est notre question LGT de ce soir, Monsieur Brou. C'est à vous de jouer. Oui, j'ai répondu oui. Ouais. Pour la simple raison que déjà, lors de cette phase de poule, on n'a pas encore vu une équipe s'imposer de manière évidente sur 2 matchs de suite. Voilà, une fois c'est bon, une fois c'est moins bon. En plus, comme je l'ai dit, la France présente beaucoup de certitudes sur ces différentes lignes, en défense, même au milieu. Quand bien même elle a été battue aujourd'hui. Oui, même au milieu où on a eu beaucoup de craintes vis-à-vis de l'absence de... Karim pas N'Golo Kanté et Pogba. Malgré tout, vous voyez que Tchouaméni et Rabiot s'en sortent assez bien. Donc du coup, ça rééquilibre cette défense. Et ça crée un axe très fort de la défense jusqu'à l'attaque. Cependant, la France sort d'un Euro avec un goût très amer d'inachevé. Je pense que si elle ne dort pas sur ses lauriers, si elle ne s'enferme pas dans un excès de confiance, il y a beaucoup de chances que la France renouvelle son exploit. Son exploit, oui. D'accord. Héraclide, oui, vous avez écrit. Oui, et puis c'est vrai que j'ai quelques informations de l'intérieur de l'équipe de France. Et ça nous fait plaisir. Ben oui. Et c'est vrai qu'ils ont de la préparation physique, parce que c'est normal, il faut le faire. Mais ils ont surtout une très, très grosse préparation mentale avec un psychologue du sport qui avait fait une étude, d'ailleurs, en 2018, où il disait que dans les grosses compétitions, 90% c'est du mental. Puisque c'est des joueurs qui sont déjà dans des gros clubs. Donc c'est de la cohésion et savoir. Et d'ailleurs, Laurent Blanc, lorsqu'il était à la tête de l'équipe nationale française, il avait un profiler pour vraiment apprendre chaque individualité, chaque personnalité, pour vraiment créer cette cohésion. Et je pense que là, si, en plus de cette cohésion qu'ils sont en train de créer encore plus forte, et ce qui se passe sur le terrain, il y a des possibilités qu'effectivement, ils aillent un petit peu plus loin que l'écart. D'accord. Merci beaucoup, Héraclide. Sans Séverin, vous avez naturellement écrit oui. Oui, parce que pour moi, il y a 2 équipes qui ont des certitudes immuables dans ce mondial, à ce jour. Il y a la France, il y a l'Espagne. L'Espagne, sa philosophie de jeu. La France, non seulement parce qu'elle est détentrice du trophée, mais parce que dans chaque ligne, il n'y a pas une équipe qui est plus cohérente que la France. Les joueurs se connaissent le plus. Il n'y a pas eu beaucoup de changements sur les 4 dernières années. N'Golo Kanté est sorti, Pogba est sorti, mais aujourd'hui, quand tu as des revanchards comme Tchouaméni, comme Rabiot,
avec un Griezmann qui est un peu partout sur le terrain, je crois que cette équipe de France-là fait peur. Son ennemi aujourd'hui, c'est elle-même. L'excès de confiance peut-être. Je vois la France aller très très loin dans ce mondial et pourquoi pas conserver son titre face à des équipes comme l'Espagne ou l'Argentine. Allez, la capture est réalisée, on garde tout ça pour la VAR. Absolument. On a fait France-Brésil. Bien sûr. Jean-Philippe, petite parenthèse, est-ce que vous pensez, mais vraiment pour terminer sur cette partie-là de l'émission, est-ce que vous pensez que la Tunisie a fait tout ce qui était possible pour naturellement continuer cette compétition-là? Quand on a entendu il y a quelques instants dans cette émission, Wabi Kazri, le capitaine de cette formation. Je vais répondre sans fioriture, non. Il suffisait à la Tunisie de battre l'Australie. Voilà, c'était aussi simple que ça. Plutôt. Parce que pour moi, l'Australie, c'était peut-être le petit poussé de cette poule. Voilà, c'est un pays de l'Océanie. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui évoluent quand même dans quelques championnats à des divisions assez respectables, mais ce n'était pas une formation qui, normalement, devrait prendre le meilleur sur l'Australie. Quand l'Australie joue son premier match et que... Face à la France. Voilà, et que l'Australie s'incline lourdement face à la France, et que d'un autre côté, la Tunisie, voilà, vous faites le match avec le Danemark, vous rentrez dans une compétition, vous faites le match avec le Danemark, on s'est dit, mais les Tunisiens sont bien rentrés dans leur compétition. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a dit Wabi Kazri disant que oui, ils comptaient sur le Danemark pour faire le job. Non, messieurs, c'est à vous de faire le job face à l'Australie. Ça, ce sont vraiment des défaites, bon, je préfère ne pas employer le mot. Évitable. Pour ne pas être trop dur avec cette équipe tunisienne, mais c'était des défaites à ne même pas envisager, pour ne pas dire réaliser pendant cette compétition. Allez, en tout cas, vous le savez, 5 représentants pour le continent africain. Après la qualification du Sénégal, on s'attendait, plus ou moins, oui, à une qualification de la Tunisie. Ça n'a pas été le cas. On verra le programme de demain. Mais pour l'instant, on va passer à notre fait du jour. C'est parti. Les arbitres font également l'actualité au Qatar. Pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde, une femme a été désignée comme arbitre centrale. Il s'agit de la Française Stéphanie Frappart. En plus de cela, certaines décisions et faits de jeu font débat. On en parle après la vidéo qu'on vous propose maintenant. Les arbitres sont également en vedette au Qatar. Pour la première de l'histoire de la Coupe du Monde, une femme officiera en qualité d'arbitre central. Pour cet événement historique, la Fédération internationale de football association FIFA a porté son choix sur Stéphanie Frappart. La Française âgée de 38 ans sera au sifflet de la rencontre Costa Rica-Allemagne prévue pour ce jeudi 1er décembre 2022 avec la Rwandaise Salima Mukanzanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita. Elle fait partie des 3 arbitres centrales désignés pour Qatar 2022. 3 autres dames sont à Doha en qualité d'arbitre assistante. Cette touche féminine au sifflet est une première dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pour officier les 64 matchs de Qatar 2022, la FIFA a retenu au total 36 arbitres, 69 arbitres assistants et 24 arbitres vidéo. La liste a été publiée le 19 mai dernier. Leurs prestations sont diversement interprétées depuis le coup d'envoi de la compétition. Et voilà, en tout cas, une première dans l'histoire. Déjà que nous sommes, enfin moi personnellement, heureux de la qualité des infrastructures du Qatar concernant ce mondial. Le Qatar écrit l'histoire, j'ai envie de dire la FIFA même, parce que derrière c'est la FIFA qui chapeaute tout ça. Oui, on le sait. Allez, notre question, que vous inspire la désignation de la Française Stéphanie Frappart pour arbitrer un match de Coupe du Monde? On ouvre le téléphone sur ce sujet-là, messieurs, madame, messieurs, appelez-nous, plus de 125 27 21 59 93 99. Que vous inspire la désignation de la Française Stéphanie Frappart pour arbitrer un match de Coupe du Monde? L'affiche, ça sera Costa Rica-Allemagne. Oui, Stéphanie Frappart aura le sifflet. Et qui de mieux pour envoyer cette première question? Monsieur Brou, que vous inspire cette désignation de la Française? Oui, Stéphanie Frappart. Un mot. Espoir. Espoir? Oui. Pourquoi? Espoir pour le football féminin, espoir pour l'arbitrage au féminin, espoir pour le football de façon générale,
parce que ça montre que quand il y a la qualité, il est possible qu'on soit retenu pour les meilleures compétitions possibles. Alors, donc, l'espoir, et tout est possible. Monsieur Sanogo, on a un appel. Monsieur Sanogo. Bonsoir, monsieur Sanogo. Oui, bonsoir, mon frère. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes notre premier appelant. Sur quelle question vous souhaitez réagir? La question LGT? La question... Concernant la France? Oui, voilà. Ok, d'accord. Donc, vu son départ ici, l'équipe de France a-t-elle les moyens de conserver son titre, comme le Brésil en 1962? On vous écoute. Oui. La France a le moyen de conserver son titre. Pourquoi? Après Sénégal, mon équipe, c'est la France. Ah, d'accord. C'est bien. Simplement. Ok, donc ça suffit pour vous, hein? C'est bon? Oui, ils ont tout le moyen de remporter cette coupe-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sanogo. Oui, merci. On se dit à bientôt et merci de suivre la 3. Merci. Allez, Héraclide, on parle de Stéphanie Frappart, grande arbitre. Bah, c'est une légende, mais elle entrera tout simplement, encore une fois, dans la légende. C'est ça. Alors, dans l'histoire. Moi, je la connaissais pas vraiment. Donc, je me suis un petit peu renseignée aujourd'hui parce que ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui Et en fait, on m'a dit qu'elle avait un caractère incroyable. Donc, pour le match qu'elle va arbitrer, je pense que les joueurs ne sont pas prêts pour ce qui les attend. Ah ouais, parce que là, apparemment, c'est un vrai gros morceau, Stéphanie Frappart. Ballot, Jean-Philippe, je ne sais pas si vous vous rappelez un tout petit peu, mais dans un sabbat qu'on a eu à faire ici, elle a été entre griffes draguée par un joueur. Bon, oui, mais elle a été, je pense, 4e arbitre lors de matchs, je pense, de Coupe du Monde. Je pense qu'elle incarne, comme l'a dit Monsieur Parfait, je pense, un nouveau visage du football qui se veut paritaire. Je pense qu'on a tout simplement la promotion du genre dans le football. C'est nouveau. Je pense que c'est quelque chose à impulser. J'espère qu'après elle, on aura les arbitres féminines sur des matchs masculins parce qu'il y a une couleur originale, particulière. Et ça permet de savoir que... Ça permet de montrer aussi que les femmes peuvent avoir de la poigne comme les hommes face... sur un terrain de football entouré de garçons, donc c'est une bonne nouvelle. On espère voir aussi la Rwandaise Salimata Makanjonga, tout simplement. Allez, selon vous, Sansevera, quelles sont les raisons qui ont milité justement en sa faveur? Déjà, c'est une grande en France, et vous avez vu plusieurs matchs de Ligue des Champions européenne qu'elle a réalisé, qu'elle a officié, pas celle des dames, mais celle des hommes. Et puis, en plus de ça, j'ai envie de dire que la FIFA, qui aime tant prôner le genre, cette valeur-là, j'ai envie que la FIFA aille quand même un peu plus loin. Aujourd'hui, 3, c'est peut-être bon à prendre, mais il faut que la FIFA aille un peu plus loin parce que tant qu'il y a de la valeur, je pense qu'il n'y a pas de genre. Voilà, c'est la compétence qui compte et j'espère que la CAF va lui emboîter le pas aussi et surtout que la CAF va faire un clin d'œil à la Côte d'Ivoire en prenant Sonia Zomadré par exemple pour arbitrer la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan en 2024. Par exemple. Et je voudrais signaler que la CAF a commencé avant. Puisque à la CAN, il y avait Salima déjà. Salima. Non, pas Frappart, Salima. Oui, qui est là aussi. Oui, qui est aussi là. Oui. Voilà. Non, je veux dire que les choses, c'est pas nouveau. La CAF a déjà commencé. Et on espère il faut juste augmenter le nombre. Jean-Philippe, un commentaire là-dessus? Bon, qu'est-ce que je peux dire ici, Stéphanie Frappart? Quand vous arrivez à vous imposer dans ce milieu d'hommes déjà dans un championnat d'élite en Europe, en France, ça compte. Je pense qu'elle a déjà officié des rencontres de la Champions League également. Donc ça compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le microcosme de l'arbitrage, pour ses pairs, elle n'est plus considérée en fonction de son genre, mais par rapport à sa compétence. Donc moi, j'aurais aimé même qu'elle soit sur des rencontres avec beaucoup plus d'enjeux, même si là, c'est vrai, bon, dans cette poule, on a l'Espagne et l'Allemagne qui peuvent se qualifier. Le Costa Rica, c'est un petit poussé. Voilà, j'aurais aimé la voir peut-être sur des rencontres couperées, mais c'est sûr qu'elle reviendra surtout pour ce genre de match. Elle a fait ses preuves et ce n'est pas pour moi quelque chose qui devait être vu sur un caractère exceptionnel parce que ça devait être d'une banalité vu que la dame est hyper compétente. Maintenant, j'espère que cela va susciter de l'engouement auprès des autres femmes qui arbitrent et qu'elles auront la chance
de se retrouver là. Parce que aux premières heures des compétitions féminines, c'était les hommes qui étaient au sifflet. Aujourd'hui, ils ont pratiquement récupéré leurs choses. Et maintenant, on est en train de voir cette mixité-là dans le football de très haut niveau. C'est l'aboutissement d'une carrière. Ce sont des félicitations pour cette dame de caractère. Et j'espère qu'elle saura se montrer à la hauteur des espoirs placés en elle. Alors, Monsieur Brou, là je me tourne vers vous dans ce mondial. Si je ne m'abuse, et là je parle sous le contrôle des consultants que j'ai avec moi, vous y compris, on a un seul carton rouge dans ce mondial. Un gardien de but a écopé de ce carton rouge-là. Celui des Pays du Galles, je crois. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Derrière, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que vous pensez que les foot qu'on a ne valent pas des cartons rouges Parce qu'on sent un tout petit peu qu'ils sont quand même avares, même si ce n'est pas... Non, ils ne sont pas avares. Non, ils sont pas avares. Les arbitres jugent et en fonction des actions qui se produisent sur le terrain. Voilà. Et je pense qu'on doit plutôt saluer l'esprit fair play qui anime les joueurs. Parce qu'il n'y a pas de vilaine faute, l'esprit, il est bon. Ça, déjà, ça facilite la tâche aux arbitres. Voilà. Parce que lorsqu'il y a de vilains gestes, ça envenime les rencontres. Et ça rend le travail des arbitres beaucoup plus compliqué. Donc s'il n'y a pas de carton rouge, c'est parce qu'il n'y a pas d'action qui mérite autant de cartons rouges. Et puis d'ailleurs, c'est pour éviter les cartons que les lois ont été durcies. Alors c'est pour éviter les blessures que la FIFA et les différents organisateurs de compétition demandent beaucoup de sévérité sur les vilains gestes. Parce qu'on veut voir du spectacle, il n'est pas question de laisser certaines personnes blesser les autres. D'ailleurs, l'une des prérogatives principales de l'arbitre, c'est veiller à la sécurité des joueurs. Ça, c'est extrêmement important. La sécurité des joueurs, un arbitre qui laisse faire l'anti-jeu, qui laisse produire l'anti-jeu, il est clair qu'il ne sera pas bien vu par les assesseurs. Monsieur Kouakou, Jérôme nous appelle de Yopougon. Il souhaite réagir sur notre deuxième question concernant Stéphanie Frappard. Bonsoir, monsieur Jérôme Kouakou. Monsieur Kouakou Jacob. Ah, Jacob. Monsieur Kouakou Jacob, autant pour moi. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, je vais bien. D'accord. Alors, que vous inspire la désignation de la Française Stéphanie Frappard pour arbitrer un match de Coupe du Monde? Oui, bon, Madame Clémentine Frappard, c'est une grande arbitre. Voilà, c'est une grande arbitre. Elle a déjà officialisé les matchs au niveau de la Ligue 1. Est-ce que vous pouvez parler un peu fort, monsieur Oui, je disais que Madame Clémentine Frappard, c'est une grande arbitre. Elle a déjà officialisé des matchs au niveau de la Ligue 1 en France. Voilà, donc pour moi, c'est une bonne idée pour que la FIFA la désigne pour le grand match. Pour moi, donc pour vous, ce n'est pas une surprise, en gros? Ce n'est pas une surprise. Ok. Puisqu'elle a bien officialisé des grands matchs en France, tel qu'il y a en Ligue 1, par exemple, qui fait partie des 5 grands championnats. Oui. Voilà, donc pour la désigner pour le match Allemagne-Costa Rica, ce n'est pas une surprise. Voilà, on peut dire que c'est une grande première au niveau de la FIFA. Oui. Donc c'est affilié. D'accord. Allez, merci beaucoup et excellente soirée à vous. Ballot, complément de réponse? En fait, c'est une question pour M. Brou. Une question, allez-y. Oui, c'est concernant le fait que dans cette Coupe du Monde, il y a un nombre de temps additionnel très élevé. J'avais vu que Pierluigi Collina, le patron des arbitres, avait dit que c'était une innovation dans le sens où on ne laissait aucune seconde passer, de sorte à ce que tout soit pris en compte. Mais on aimerait comprendre un tout petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on a des matchs où on avait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, et on se retrouve avec des matchs de 8 minutes, 11 minutes de temps additionnel. Qu'est-ce qui finalement est pris en compte pour faire pencher la balle? Il y a des éléments dans la loi du jeu qui fondent la récupération de tout le temps perdu. Lorsqu'il y a des remplacements, par exemple, il y a des choses, cela entraîne du temps perdu. Lorsque on examine les joueurs blessés, également, il y a des choses, cela entraîne du temps perdu. Il arrive également que des joueurs, de façon délibérée, utilisent des stratégies pour perdre du temps. Très souvent, cela arrive avec le gardien de but. Voilà. Et dans le jeu en lui-même, le ballon sort en touche, le temps de faire la rentrée de touche, c'est le temps qui se perd. Donc, tous ces éléments-là. La différence aujourd'hui, c'est que la FIFA veut plus de temps de jeu pour que la communauté du football profite de la Coupe du Monde, profite de la fête. Donc, on demande aux arbitres d'être plus précis dans la récupération.
Allez, merci beaucoup, Monsieur Brou. Et je pense qu'on va attaquer sans plus tarder le programme de demain concernant Qatar 2022. Allez, Croatie, Belgique pour le compte du groupe F. Juste après, enfin en même temps, hein, ça joue simultanément Canada, Maroc, Japon, Espagne, groupe E, Costa Rica, Allemagne, hein, que Stéphanie Frappard va officier tout simplement. Jean-Philippe, je vous emmène sur Canada, Maroc. Les chances hein, de cette équipe marocaine. Ah, chance intacte, excusez-moi. Pour moi, le Maroc, c'est l'équipe africaine la plus solide de cette compétition. Qui a réalisé 2 grands exploits. C'est vrai que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, mais aller accrocher le vice-champion du monde croate, même si on estime que les joueurs sont vieillissants, mais ça demeure quand même la Croatie avec ses cadors, et puis aller battre de manière magnifique cette équipe de la Belgique. Je pense que c'est peut-être après la rencontre entre la Croatie et la Belgique que certains se rendront compte de ce que les Marocains ont réalisé. C'est vraiment une équipe qui est très solide, d'autant plus qu'elle n'a pas encore encaissé le but dans cette compétition. Je pense qu'on doit tirer le chapeau quand même à Regragui, parce que quand ce groupe était constitué et qu'il était appelé à la rescousse en remplacement de Vaïd El Lozic, qui avait écarté certains joueurs, beaucoup de personnes s'interrogeaient sur la pertinence de ses départs. Et là, il a démontré que c'était un technicien qui maîtrisait vraiment les arcades du football marocain. J'aurais aimé qu'au niveau de sa division offensive, il y ait un véritable buteur pour essayer de challenger El Nesri, qui est un peu dans son salon, et donc qui, à mon sens, ne réalise pas ce qui est attendu de lui, parce que quand il est sous les couleurs du FC Séville, il est beaucoup plus, je dirais, lucide devant les buts, mais là, il est en souffrance. Peut-être c'est dû au style de jeu mis en place par l'entraîneur, qui ne permet pas de projection assez rapide, parce qu'ils évoluent véritablement en bloc compact. On ne voit pas des sorties individuelles des différents ailiers. Bon, ça leur porte pour l'instant, je ne vais pas dire chance, mais ça les amène quand même à avoir de bons résultats. Mais je pense que demain, ce sera peut-être la seule équipe africaine à tenir cette phase de poule avec 7 points. Allez, sans commentaire, mais vraiment sans commentaire. Ballot, vous pensez que ça devrait passer pour la Belgique face à la Croatie? Oui non, ou non? la Croatie se qualifie. Non, la Croatie se qualifie? Oui. D'accord. Monsieur Brou, le micro? La Croatie va passer. La Croatie, Héraclide? Croatie. La Croatie. Et pour l'Allemagne, qui sera face au Costa Rica? Le Costa Rica va vendre cher sa peau. Sans commentaire. Le Costa Rica. Héraclide? L'Allemagne. L'Allemagne? L'Allemagne passera. L'Allemagne? L'Allemagne. L'Allemagne également? L'Allemagne. L'Allemagne. Jean-Philippe sur la Belgique? Belgique-Croatie? Belgique? Je vais mettre pièce sur les Belges. D'accord. Allez, on va se faire un plus calé et c'est maintenant. Pièce kamikaze. Et ce soir, on sera un plus calé spécial Espagne. Monsieur Brou, si votre première fois, c'est un QCM. Allez, c'est un QCM, enfin des questions avec des propositions de réponses. Vous utilisez l'ardoise, vous mettez A si c'est la bonne réponse, B ou C, tout simplement, et on avance. Vous avez 5 questions, comme tout le monde ici. La première question. Quel joueur détient le record de sélection avec l'équipe d'Espagne? Concernant les propositions, A. Sergio Ramos, B. Andoni Zubizarreta, C. Iker Casillas. Allez, on ne communique pas. C pour Jean-Philippe et du A pour les autres. A, oui, c'est la bonne réponse. Sergio Ramos avec 180 sélections. Devant Casillas qui compte 167 sélections. Zubizarreta a été capé à 126 reprises. La deuxième question, qui est le premier buteur de l'Espagne en finale de Coupe du Monde? A. Francisco Gento, B. Luis Suarez, C. Andrés Iniesta. Oula, c'est pour tout le monde. Allez, je vais voir la rédaction, on va corser un tout petit peu tout ça. C'est la bonne réponse. Andrés Iniesta, unique buteur de la seule finale disputée par l'Espagne en Coupe du Monde. 3. Qui est le meilleur buteur espagnol dans l'histoire de la Coupe du Monde? A. David Villa. B. Alfredo Di Stefano. C. Raoul. Ah, ça répond très vite. J'ai du C, j'ai du A. La bonne réponse, c'est A. Oui, Jean-Philippe et son Sévérin repartent avec les points. David Villa,
avec 9 buts devant un groupe de 4, dont Raoul ayant 5 buts. Di Stefano n'a jamais joué de Coupe du Monde dans sa carrière. Voilà. Allez, la 4e question à présent. Lequel de ces entraîneurs n'a pas été sélectionneur de l'Espagne? A. Antonio Camacho. B. Luis Arconada. C. Javier Clemente. Aucune idée. J'ai du B et j'ai du A. La bonne réponse, B. Ballot n'a pas le point. Luis Arconada, après l'arrêt de sa carrière de footballeur, il est devenu chef d'entreprise. Il n'a jamais été entraîneur de football. Camacho a été sélectionneur de 1998 à 2002. Il a succédé à Clemente qui a dirigé la Roja de 1992 à 1998. 5e et dernière question. Monsieur Brou, vous êtes prêt? D'accord. Et qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole? A. Emiliano Butragueño. B. David Villa. C. Carlos Santillana. Monsieur Brou semble vraiment calé. J'ai du B et j'ai du A. Et bien sûr, Jean-Philippe, Monsieur Brou, Héraclite, vous avez le point. B, David Villa avec 59 buts devant Raoul, 44 buts et Fernando Torres, 38 buts. Butragueño compte 26 buts et Santillana, 15. Allez, la régie, je me tourne vers vous pour savoir qui repart avec la victoire. Égalité. Égalité, oui, il me semble. Jean-Philippe Auria et son Séverin. Vous ne contestez pas? Il ne pouvait pas me battre. Allez, en tout cas, bravo, messieurs. Ça a été un honneur pour moi de partager ce plateau avec vous, Jean-Philippe, Ballot, Monsieur Brou. On espère vous revoir très prochainement. Héraclite, encore bon anniversaire. Merci beaucoup. Comme Ballot, on ouvre et on referme. Bon anniversaire, la fête c'est tout à l'heure. Je compte sur vous, je vois la maison. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès demain, 20h30. Soyez au rendez-vous. Oui, ne manquez pas ce numéro de la Grande Team. Et merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.